L'élection présidentielle en 2025 représente certainement un tournant décisif pour le Cameroun. Avant de commencer à te concentrer pour regarder cette vidéo, je te recommande de sécuriser ta carte d'électeur afin de pouvoir participer à ce moment historique. Parce que nous sommes des citoyens. Un citoyen, ce sont ses droits et ce sont ses devoirs. Et l'un des devoirs d'un citoyen, c'est le vote. Donc je recommande à tout citoyen camerounais de sécuriser sa carte d'électeur ou alors tout simplement de s'inscrire sur des listes électorales afin de pouvoir exercer votre devoir citoyen en 2025. Une fois que j'ai dit cela, ceux qui sont paresseux peuvent se déconnecter, peuvent switcher ma vidéo, peuvent aller danser sur les réseaux sociaux ou aller s'amuser. Et ceux qui ont un peu de matière grise, vous pouvez continuer de regarder la vidéo afin qu'ensemble nous puissions mener une analyse beaucoup plus pointue. Ce que j'aime souvent appeler l'analyse complexe, l'analyse globale et l'analyse critique des élections présidentielles, pas seulement au Cameroun, mais de manière générale. Donc toi qui es paresseux, on va te laisser quelques secondes, le temps pour toi de te déconnecter, de switcher la vidéo. J'espère que tu as déjà ta carte d'électeur. Si tu ne l'as pas encore, tu te rapproches d'Elecam afin de pouvoir t'inscrire sur les listes électorales. Et dès que c'est fait, tu peux attendre 2025 pour voter. Et ensuite, tu switches la vidéo. Donc, laissons un temps pour les paresseux. Laissons un temps pour ceux qui n'aiment pas réfléchir. Laissons un temps pour les personnes qui ne réfléchissent que de manière émotionnelle. Le temps pour elles de se déconnecter de cette vidéo. Parce que je vais continuer uniquement avec ceux qui veulent réfléchir. C'est bon. Vous vous êtes déconnectés, les paresseux? Alors, ceux qui veulent réfléchir, écoutez l'argumentaire que je vais développer. Gérer un pays, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. J'ai dit complexe, pas difficile. Parce qu'en réalité, n'importe qui peut gérer un pays. Du moment où il comprend exactement où il va, du moment où il a une bonne vision, du moment où il est bien entouré, il peut gérer un pays. Qu'importe son âge, du moment où il respecte les conditions pour devenir président, n'importe qui pourrait le faire. Pas besoin de faire de grandes études, non. Pas besoin d'être super intelligent, non. Si vous avez une bonne vision, vous êtes téméraire, vous êtes courageux, vous êtes bien entouré, vous pouvez gérer n'importe quel pays. Une fois que j'ai dit ça, il faut comprendre que la gestion d'un pays est extrêmement complexe, surtout un pays comme le Cameroun qui regorge beaucoup d'intellectuels. Et quand je parle d'intellectuels, ce sont des intellectuels dans plusieurs domaines d'activité. Nous avons des intellectuels purement académiques, nous avons des intellectuels dans le domaine culturel, nous avons des intellectuels dans le domaine social, dans le domaine anthropologique, nous avons des intellectuels de la rue, c'est-à-dire des personnes qui se sont forgées dans la rue de par leur expérience, leur témérité pour devenir ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc nous avons plusieurs catégories d'intellectuels et pouvoir donc utiliser toute cette force que nous avons pour permettre au Cameroun d'être révolutionné, c'est une tâche qui est complexe. Moi, je le dis toujours, si vous êtes à la tête d'une société et vous n'avez pas entre vos mains tous les leviers pour pouvoir la diriger, en réalité, ce n'est pas vous qui dirigez. Je vais prendre un exemple avec tous les parents qui regardent cette vidéo. Vous êtes un père de famille, vous êtes une mère, une maman. Vous êtes dans une maison avec vos enfants. Mais vous n'avez pas suffisamment de moyens pour les nourrir. Vous n'avez pas suffisamment de moyens pour les envoyer à l'école. Vous n'avez pas suffisamment de moyens
pour leur permettre de vivre de manière harmonieuse. Et la personne qui vous permet de vous occuper de vos enfants, c'est votre voisin. Parce que chaque soir, quand votre voisin rentre après avoir travaillé toute la journée, il vient vous donner un billet de 1000 francs, un billet de 5000, un billet de 10 000. C'est avec cet argent que vous achetez de quoi manger pour vos enfants et pour vous-même. En réalité, ce n'est pas vous qui dirigez votre foyer, c'est le voisin. Parce que c'est le voisin qui finance votre maison. On va dire non, vraiment, tu dois prendre des décisions. Parfois, vos enfants vont vous dire, mais papa, tu n'es pas assez charismatique, tu ne prends pas les décisions qu'il faut pour que la maison s'y puisse changer. Pourquoi on ne change pas la peinture? Pourquoi on ne refait pas le sol? Pourquoi on ne change pas la télévision? Pourquoi on est toujours dans une maison qui est vieille? Et quand votre papa vous écoute, lui crier dessus comme ça chaque jour, parce qu'il est votre père et parce qu'il vous respecte et parce qu'il se sent humilié du fait de ne pas pouvoir assumer ses responsabilités, qu'il voudrait bien sûr assumer, mais dont il ne dispose pas de tous les leviers parce que n'ayant pas d'argent, il est obligé de prendre des décisions qui sont fonction du voisin qui lui donne de l'argent. Parce qu'il ne peut pas décider de se rebeller facilement contre le voisin. Sinon, le voisin coupe toutes les ressources. Les décisions qu'il prend doivent être motivées par son levier financier qui découle du voisin. S'il veut prendre une décision importante dans sa maison, il doit demander l'avis du voisin. Parce que s'il ne demande pas l'avis du voisin, le voisin est un porteur capricieux qui peut à tout moment dire « Comme tu décides de faire les choses sans demander mon avis, je ne finance plus, je ne paye plus. » Je vais même être plus cynique. Le voisin peut commencer à coucher avec sa femme. Le voisin peut commencer à coucher avec ses enfants. Le voisin peut commencer à dire, ta fille, c'est dès qu'elle aura 16 ans, je vais la prendre en mariage. Puisque de toutes les manières, c'est moi qui vous permets de vivre. Là, nous sommes sur le plan micro-individuel dans une entreprise qui est familiale. Je vais aller à un niveau un peu plus élevé. Vous êtes à la tête d'une entreprise qui fabrique des produits Njoka, qui fabrique des articles SM. À la tête de cette entreprise, vous avez 500 collaborateurs qui travaillent avec vous. Vous avez des maîtres boutiers, vous avez des personnes qui travaillent dans l'industrie, vous avez des personnes qui sont des agriculteurs qui récoltent dans la matière première que vous utilisez afin de pouvoir faire tourner votre usine. Vous avez une masse salariale importante. Vous devez acheter des intrants, vous devez acheter des packaging, vous devez pouvoir faire du marketing. À la fin d'un mois, vous avez des charges évaluées à 30 millions. Sauf que vous n'avez pas cet argent. Pour avoir cet argent, vous avez contacté des personnes qu'on va appeler ici des investisseurs. Et vous avez expliqué à ces investisseurs que voici un business qu'on a. Est-ce que vous pouvez venir injecter 100 millions dans ce business? Nous allons le faire tourner et vous payer des dividendes à une certaine période. Puisque vous-même, vous n'avez pas suffisamment d'argent pour le faire tourner. Les investisseurs vous disent, voilà, sur les 100 millions, on va vous donner 85 millions. Et vous allez compléter 15 millions vous-même. Vous dites, il n'y a pas de problème. Ils vous donnent 85 millions, c'est-à-dire 85% de votre capital. Et vous, vous avez uniquement 15%, c'est-à-dire les 15 millions restants. Vous vous battez pour faire tourner l'entreprise avec cet argent. Lorsque vous allez produire des bénéfices, il va falloir prendre des décisions d'utilisation de cet argent. Ça veut dire que vous avez réussi à vendre les produits Njoka. Vous avez réussi à vendre les articles SM. Vous avez maintenant dans la caisse 30 millions que vous devez utiliser. Il faut prendre des décisions basées sur ce levier financier que vous avez. Sauf que ce levier financier que vous avez ne vous appartient pas totalement. Puisque dans le capital initial, il y a 85% qui venaient de ces investisseurs étrangers. Donc, pour pouvoir utiliser ces 30 millions, vous devez demander leur autorisation. D'ailleurs, vous avez même déjà des conventions qui expliquent comment cet argent doit être utilisé, qui expliquent comment les dividendes doivent être redistribués, qui expliquent même comment vous devez réinvestir. Parfois, vous devez même venir leur présenter le bilan, leur dire que nous avons 30 millions en caisse et c'est ensemble que vous allez décider de comment cet argent va être utilisé en sachant qu'ils ont 85% de contribution au capital pour que vous puissiez imaginer
la valeur de leur décision par rapport à la vôtre qui ne représente que 15%. Ça, c'est dans une entreprise. En fait, vous êtes juste le gestionnaire. Vous êtes aussi actionnaire, mais seulement à 15%. Eux, ils sont actionnaires à 85%. Donc, en réalité, le propriétaire de l'entreprise, c'est eux. Ils peuvent vous éjecter quand ils veulent. Ils peuvent monter les salariés pour que les salariés vous éjectent. Ils peuvent trouver quelqu'un d'autre qui va venir vous remplacer à n'importe quel moment. Et s'ils se rendent compte que vous devenez déjà un peu teigneux, vous commencez à être têtu, vous ne voulez plus respecter ce qu'ils disent, ils peuvent paralyser l'entreprise très simplement. Ça veut dire qu'ils ne financent plus l'entreprise. Ça veut dire qu'ils commencent à vous mettre des barrières et des bâtons dans les roues pour que l'entreprise ne se développe plus. Peut-être parfois c'était même eux qui vous recommandaient des clients, ils ne vous recommandent plus. Peut-être c'était eux qui achetaient même les produits, ils n'achètent plus. Donc ils ont tellement de leviers pour paralyser toute l'entreprise. Et dès qu'ils vont paralyser l'entreprise, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'auriez plus suffisamment d'argent pour payer les salaires. Vous n'auriez plus suffisamment d'argent pour acheter la matière première. Vous n'auriez plus suffisamment d'argent pour faire tourner l'entreprise Joka, tourner l'entreprise SM. Et quand vous n'auriez plus suffisamment d'argent pour payer les salaires, qu'est-ce qui va se passer? Le syndicat des salariés va se lever pour manifester, pour paralyser l'entreprise, pour marcher avec des pancartes. Le syndicat des salariés va passer sur Internet, faire des directs, expliquer comment vous êtes un escroc. Comment vous êtes un voleur, comment vous êtes un détourneur de fonds, comment vous êtes un bandit. Parce que parfois, les salariés ne savent pas que vous n'êtes qu'un gestionnaire. Vous êtes aussi un salarié comme eux, juste que peut-être vous avez le salaire le plus élevé et vous êtes aussi parfois un peu actionnaire à un pourcentage de 15% qui peut aussi englober les salariés. Mais parfois, les salariés ne savent pas que ça ne dépend pas de vous. Ce sont les actionnaires qui représentent 85% qui sont en train de paralyser l'entreprise parce qu'ils veulent vous pousser à plier. Là, nous sommes dans le cadre d'une entreprise. Tous ceux qui sont entrepreneurs comprennent ce que je dis. Tous ceux qui ont déjà géré même une épicerie, tous ceux qui ont même déjà vendu les tomates au marché comprennent ce que je dis. Même les bayam salam comprennent ce que je dis. Parce que parfois, pour se lever à 4 heures, aller acheter la tomate pour vendre, c'est parfois son mari qui lui a donné l'argent pour aller acheter cela. C'est parfois quelqu'un qui a financé. C'est parfois l'argent qu'elle a eu à prendre à la tontine, qu'elle utilise pour aller acheter l'oignon pour vendre. Ça veut dire que si son mari dit « je ne donne plus l'argent », son activité même de bayam salam s'arrête. Ça veut dire que si à la tontine, elle a des problèmes avec la présidente ou alors avec les membres de la tontine, on ne lui donne plus ou on ne lui fait plus de crédit. Ça veut dire que si elle a des difficultés avec la personne qui finance son activité, ça ne peut plus fonctionner. Ça veut dire que même si c'est son propre argent et qu'elle rencontre des problèmes avec les clients qui achetaient, elle ne pourra plus développer son activité. Et l'activité est paralysée. Vous voyez que les décisions qu'elle va prendre sont fonction de sa source de revenus d'argent. Parce que parfois on dit non, les politiciens doivent prendre des décisions pour améliorer le paysage politique, pour améliorer l'environnement des affaires, permettre à tout le monde d'avoir une certaine équité, de se développer. Ces décisions-là sont basées sur l'argent. Pour être plus simple. Parce que c'est l'argent que tu as en caisse et à qui appartient cet argent qui te permet de prendre un certain type de décision. Je prends un autre exemple. Si tu as 50 000 francs dans ta poche, tu peux t'asseoir, tu croises les pieds et tu te dis, bon, qu'est-ce que je peux manger aujourd'hui? Je vais manger du poulet, je vais aller dans tel restaurant, je vais aller à la boutique SM appelée Swada Yaoundé m'acheter une très belle paire de chaussures, ou alors je vais m'acheter un t-shirt SM comme celui-ci, magnifique, ou alors je peux m'acheter un sac SM comme celui-ci, très beau, parce que voilà, je suis quelqu'un, voilà, j'ai de l'argent, je peux me permettre un certain nombre de choses. Vous voyez que vos décisions sont motivées par rapport à la somme d'argent dont vous disposez. Maintenant, si vous avez ces 50 000 et dans les 50 000 francs, il n'y a que 5 000 francs qui vous appartiennent parce que 45 000 appartient à quelqu'un d'autre. Là, vos décisions commencent à être influencées. Vous vous dites, si j'achète le sac et je le porte, celui à qui je dois de l'argent là, il va dire quoi? Peut-être il va dire que j'ai l'argent mais je ne veux pas lui rembourser. Comment est-ce que je fais pour gérer mon enfant qui est à la maison alors que je n'ai que 5 000 francs? C'est vrai que j'ai 50 000, mais dans les 50 000, je n'ai que 5 000 francs. Si je ne me comporte pas bien, celui qui m'a donné 45 000 là, il peut dire qu'il ne me donne plus rien. Il me donne maintenant 10 000 ou 15 000. Donc les décisions sont fonction
de la somme d'argent dont vous disposez qui vous appartient. Parce que si vous avez de l'argent et ça ne vous appartient pas totalement, vos décisions doivent prendre en compte toutes les autres parties prenantes. Maintenant, venons sur le plan macroéconomique. Prenons un État comme celui du Cameroun. On peut déjà dire tout ce que vous connaissez déjà, que je ne vais pas m'étendre dessus davantage. Les détournements de fonds, c'est un fait. La preuve, il y a eu une opération qui s'appelle l'opération Épervier, avec beaucoup de personnes qu'on a emprisonnées parce que ces personnes étaient accusées d'avoir détourné des fonds. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas encore jugées, il y a certaines personnes qui sont encore en prison et dont le verdict final n'a pas encore été donné de manière définitive par les tribunaux compétents. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont parlé d'implications politiques, du fait que certaines personnes voulaient devenir président de la République, raison pour laquelle le rouleau compresseur a eu à les entraîner. Ça, c'est un autre débat qu'on peut faire. Mais est-ce qu'il y a des détournements dans notre pays? La réponse, c'est oui. Est-ce que le pays, dans certains aspects, n'est pas géré de manière optimale? La réponse, c'est oui. Il n'y a pas de débat dessus. Est-ce qu'on peut mieux gérer notre pays pour avoir de meilleures performances? Même le président de la République l'a déjà dit plusieurs fois, dans ses propres discours. Donc, si le président lui-même le dit, lui qui a autant d'informations, moi je vais juste valider ce qu'il dit. Le président lui-même l'a déjà dit dans certains discours, qu'il y a des pays proches des nôtres, ou alors proches du nôtre, qui ont parfois moins d'atouts que nous, qui réussissent à faire des choses plus impressionnantes que nous. Et que nous devons pouvoir nous améliorer, nous devons pouvoir être plus performants, nous devons lutter contre la corruption. La preuve, il y a combien d'organismes qui luttent contre la corruption au Cameroun? C'est la preuve que c'est un fait établi. Ce n'est plus un débat. Est-ce que le système sanitaire du Cameroun est le plus performant d'Afrique, de telle sorte qu'on n'a plus rien à améliorer? Non, il y a beaucoup de choses à améliorer. Est-ce que sur le plan du système éducatif, il n'y a pas de choses à améliorer? Il y a des choses à améliorer dans tous les secteurs d'activité. Donc c'est un fait, je ne vais pas revenir dessus. C'est dans la démonstration qu'on peut améliorer les choses, qu'il y a des choses à améliorer. Mais moi, la question que je voudrais poser, c'est: oui, il faut améliorer les choses, mais avec quel argent? Est-ce que vous savez que 85% des recettes fiscales du Cameroun proviennent des multinationales? Parce qu'un État comme le Cameroun prend l'argent où? Le Cameroun va prendre l'argent des impôts. Les impôts sont payés par les entreprises. Les entreprises qui payent les impôts là, si les entreprises du Cameroun payent 100 000 francs d'impôts, 85 000 est payé par les multinationales étrangères. C'est-à-dire par les étrangers. Un peu comme l'exemple que j'ai pris avec le père de famille qui a 100 000 francs, mais 85 000, c'est le voisin qui lui a donné. C'est ce que ça signifie. Ça veut dire que 85% de nos recettes fiscales proviennent des multinationales. Si on prend les recettes douanières, ça provient de qui? Ça provient toujours des étrangers. Parce qu'on importe de la marchandise qui vient de chez eux. On importe leurs produits. C'est toujours eux qu'on est en train d'enrichir d'une manière ou d'une autre. Si on regarde les collectivités territoriales décentralisées, si on regarde la manière dont l'État est financé, si on regarde le pétrole, si on regarde tout ce qui permet à l'État d'avoir de l'argent, on se rend compte de manière très évidente que les étrangers contribuent de manière un peu trop importante à notre économie. Regardez les plus grandes entreprises du Cameroun. Regardez les entreprises qui contribuent le plus aux recettes fiscales. Regardez les entreprises qui ont la plus grande influence dans notre pays. Ce sont les entreprises de quel pays? Ce sont les entreprises étrangères pour la plupart. Ça veut dire que les décisions politiques sont fonction des étrangers aussi. Ce n'est pas seulement en fonction de nous qui avons nos cartes d'électeurs et qui partons voter. Non. Les décisions sont en fonction de ceux qui financent aussi notre économie à 85%. Vous pensez qu'on peut facilement prendre une décision sans demander leur avis? Ce n'est pas possible. Moi, je ne suis pas dans le fake, je ne suis pas dans l'émotionnel. Non, il faut changer ceci, changer cela. Je prends un exemple de décision
qu'un dirigeant politique peut prendre. Supposons que quelqu'un est président de la République du Cameroun et il décide de dire « J'interdis l'importation du blé au Cameroun. Désormais, on n'importe plus le blé au Cameroun parce qu'il faut faire la promotion de la production locale. Il faut utiliser le manioc local. Il faut utiliser le riz produit localement. Il faut utiliser toutes les tubercules qu'on a localement, produire notre propre farine pour faire tourner notre économie. » C'est ce que le peuple attend. Le peuple qui va aller aux urnes. Le peuple attend que le dirigeant prenne une décision pareille. Parce que là, ça va permettre de booster l'économie, comme j'entends souvent dans les débats. Mais la question que j'ai envie de poser est la suivante. Si le dirigeant politique décide d'empêcher au blé d'entrer au Cameroun dès la semaine prochaine, la première chose qui se passe, c'est que il décide donc volontairement d'amputer une grosse partie de son budget. Oui, parce que le blé qui entre au Cameroun fait tourner toute une industrie, pour ne pas dire toute une chaîne de valeur. Parce que quand le blé entre au Cameroun, c'est ça qu'on va utiliser pour faire le pain dans les boulangeries. C'est ça qu'on va utiliser pour faire les crêpes. C'est ça qu'on va utiliser pour faire les beignets. C'est ça qu'on va utiliser pour faire tellement d'autres produits. Partant de la mamie Makala qui est dans ton quartier jusqu'à la grande boulangerie qui fait des gâteaux et tout ce que tu peux imaginer. Donc si on décide qu'on ferme le blé, qu'on n'importe plus le blé, ce qui va se passer, c'est que ça va paralyser toute cette économie-là. Ça veut dire qu'on aura les entreprises qui utilisaient le blé pour pouvoir fonctionner, qui ne pourront plus payer les impôts parce qu'ils vont vous dire notre principale matière première, on n'arrive plus à l'avoir, donc on n'arrive plus à fabriquer nos produits, donc on ne peut plus payer les impôts. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont déposer le bilan. Ça veut dire que l'argent que l'État se faisait grâce au blé va diminuer drastiquement, alors que même l'argent qu'on avait déjà, 85% provenait déjà des étrangers. Donc le peu d'argent qu'on a, qui ne permet même pas de construire les routes, je suis d'accord qu'il y a beaucoup qui détournent, et je ne sais même pas pourquoi ils sont en prison, parce qu'en prison, ils consomment encore le budget, parce que pour faire fonctionner les prisons, il faut encore de l'argent, puisqu'en prison, il y a la lumière. En prison, on mange. En prison, il y a le personnel pour garder les prisonniers. En prison, il y a la télé. En prison, il y a les médecins. Donc, ça veut dire qu'il y a encore un budget pour la prison, pour garder ceux qui ont volé l'argent qui devait permettre de construire les routes. Donc, moi, je trouve même que la prison, c'est quelque chose qui ne doit même pas exister. Ça veut dire, soit on vous exécute définitivement, soit vous allez faire des travaux forcés à la hauteur de ce que vous avez causé comme dommage, si tant est que la justice a établi votre responsabilité de manière définitive, sans plus aucun recours possible, ou alors vous devez rembourser, ou on doit saisir tous vos biens. De toutes les manières, il y a tellement d'autres astuces en dehors de la prison. La prison, c'est occidental. Dans notre culture traditionnelle, dans notre culture africaine, dans notre spiritualité africaine, la prison n'existait pas. Puisque la prison ne fait pas partie de notre mode de pensée, de notre anthropologie. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire africaine, en Afrique, il n'y a pas la prison. Il y a d'autres moyens de faire en sorte que quelqu'un qui a eu à commettre un impair puisse corriger et réparer cet impair sans avoir encore besoin de dépenser encore de l'argent. Si on regarde seulement le budget des prisons du Cameroun, ces budgets-là peuvent permettre de construire des écoles, de construire des hôpitaux, de construire les routes. Sauf qu'on est en train de mettre ces budgets pour permettre à des gens qui auraient volé ou parfois qui ont réellement volé, de parfois même nous naguer et boire du champagne, vivre de manière décente, même en prison. Donc, là n'est pas le débat. Mais je suis en train de dire que le peu d'argent là, dont une grande partie est volée, dont sur cet argent, plus de 85% est donné par les multinationales étrangères, on va encore diminuer cet argent parce qu'on vient de prendre une décision qui fait en sorte que les entreprises nationales et les entreprises étrangères qui sont dans la chaîne de valeur du blé ne pourront plus fonctionner, donc ne pourront plus payer les impôts. Ne pourront plus payer la douane. Parce que quand on faisait venir le blé, on payait la douane. Sauf qu'on ne va plus payer la douane. Donc l'État n'aura plus l'argent de la douane du blé. L'État n'aura plus l'argent des impôts de toutes les entreprises de la chaîne de valeur du blé. L'État n'aura plus les produits dérivés du blé, en tout cas sur le plan immédiat, parce que la farine de manioc qu'on a sur le marché ne peut pas couvrir tout le besoin. La farine de riz ne pourra pas couvrir tout le besoin. Donc ça va prendre un certain temps pour qu'on ait à nouveau ces nouveaux produits-là faits avec nos farines locales. Donc on n'aura plus le pain sur le marché, ou alors le peu de pain qu'il y aura, puisque la quantité va diminuer, va coûter plus cher. On va vendre peut-être un pain à
300, 400, 500, peut-être 1000 francs. Le pain qu'on vendait avant peut-être à 75 ou 100 francs. Donc, il y aura une inflation très importante sur toute la chaîne de valeur du blé et même sur les autres chaînes de valeur. Et ce n'est pas seulement le blé que ça va toucher. Parce qu'il y avait des entreprises qui faisaient dans le transit. Il y a les entreprises dont leur business était de t'aider à importer le blé de la Russie pour le Cameroun. C'était ça leur business. Quand on dit qu'on importe plus le blé, ça veut dire que cette entreprise qui ne transforme pas le blé va se retrouver en train de faire faillite. Et cette entreprise paye aussi les impôts. Donc, même là, ça va jouer. Les expertises qui tournaient autour du blé ne pourront plus fonctionner, que ce soit des particuliers ou des personnes morales qui payaient aussi les impôts. Donc l'État est en train de diminuer l'argent dans sa caisse dans laquelle il y avait déjà une somme d'argent dont 85% provenait déjà des multinationales. Et dont une grosse partie était détournée, volée. Donc l'État, avec cette décision, vient de réduire son argent, qui n'était déjà pas suffisant, dont une grande partie était volée, dont 85% provenait des multinationales. Et ce n'est pas terminé. Parce que lorsque le pain va devenir cher, lorsqu'on n'aura plus le blé sur le marché, lorsque la Bayam Salam qui a acheté son petit kilo de farine pour faire ses beignets et vendre, pour sauver sa vie, nourrir sa famille, ne pourra plus le faire. Parce que la farine qui est sur le marché va coûter excessivement cher. Parce que la transformation de nos tubercules locales, puisque la production n'est pas industrielle, puisqu'on part encore au champ avec la houe, puisqu'on part encore au champ, on défriche avec la machette, ça veut dire que les coûts de production sont extrêmement élevés pour le moment. Donc, lorsqu'on va transformer, ça va coûter très cher. Donc même lorsqu'on aura la farine de patate sur le marché, la farine de manioc, ça va coûter très cher. Ça va prendre beaucoup de temps pour qu'on se mette à niveau. Et pour qu'on se mette à niveau, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que l'État subventionne. Donc il faut que l'État finance encore les agriculteurs en prenant l'argent où? Parce que l'État vient d'amputer une partie de son argent qui n'était déjà pas suffisant. L'État favorise dans la production locale et maintenant l'État doit encore subventionner ces personnes en disant par exemple que bon, si vous faites venir les tracteurs, vous ne payez pas la douane. Mais vous ne payez pas la douane alors que quand vous payez déjà, ça ne permettait pas d'avoir l'argent suffisant. Maintenant on dit que vous ne payez pas parce qu'on doit vous subventionner. Les gens vont dire financez-nous alors. Chacun va aller dans le ministère de l'Agriculture ou alors le ministère en question pour dire donnez-nous de l'argent pour faire notre agriculture modernisée. L'État va prendre l'argent pour vous financer lorsqu'il a déjà réduit son budget en prenant une décision pour vous favoriser. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que les gens vont souffrir beaucoup plus. Et quand ils vont souffrir, ils vont accuser la personne qui vient de prendre cette décision-là en disant à cette personne de partir. C'est ce qui va se passer. Vous voyez comment une simple décision populiste peut entraîner des conséquences drastiques parce que ce n'est pas nous qui avons notre propre argent. Tous les jours, quand je suis sur Internet, je parle d'entrepreneuriat. On dit, oh, tu parles de toi, oh, machin, tu as raté ta vie. Est-ce que tu es même médecin? Tu pars faire 7 ans de médecine, tu vends les chips, tu vends les habits, tu vends les chaussures. Les gens ne comprennent pas que les chips que nous vendons, nous avons une entreprise qui est logée à Yaoundé. Nous avons une usine à Yaoundé. Nous recrutons des Camerounais. Nous produisons ces chips en utilisant la matière première locale dont nous apportons une plus-value en transformant la matière première locale. Nous développons toute une chaîne de valeur. Nous produisons dans ces chips. Nous les vendons sur le plan local. Nous les exportons. Nous générons des devises. Nous payons les impôts. Nous communiquons. Nous inspirons d'autres jeunes à le faire. Nous sommes en train de participer comme citoyens en appliquant notre droit et en exerçant notre devoir avec nos cartes d'électeurs. Mais les gens sont sur Internet en train de dire, vous êtes des bavards, vous racontez vos vies, vous êtes toujours en train de raconter du n'importe quoi. En fait, ils ne comprennent pas qu'un État comme le Cameroun a besoin des entrepreneurs pour que ce ne soit plus les étrangers qui financent à 85% notre économie et nous empêchent donc de prendre ce type de décision. Parce que prenons le cas inverse. Si c'était les nationaux qui contribuaient à 85% des recettes fiscales, l'État devait pouvoir facilement prendre cette décision. Parce que lorsque le chef d'État devait dire « je suspends cela », il devait avoir un background derrière très puissant, d'industriels camerounais puissants qui détiennent l'économie à 85% et qui peuvent dire « moi je prends le secteur du manioc, on va investir 200 milliards dans le manioc ». D'autres entrepreneurs ou industriels disent « moi je vais investir dans la patate, moi je vais investir dans tel ». Parce que étant donné que c'est nous qui contrôlons notre économie, on devait pouvoir soutenir la décision du chef de l'État parce qu'on a les moyens de le faire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Si on prend certaines décisions, ils peuvent décider de nous couper Internet. On a coupé Internet dernièrement, non? On a fait quoi? Puisqu'on n'a pas de backup, on n'a rien d'autre à proposer. On va aller plonger dans la mer pour souder les câbles.
S'il prend une autre décision dans un autre domaine du système éducatif et il nous paralyse, qu'est-ce qu'on fait quoi? Même nos livres sont importés. Les livres que nos enfants étudient à l'école, c'est importé. Vous voyez comment ça réduit la marge de manœuvre de nos décisions, sans compter le fait que notre pays vit de l'aide. L'aide de la Chine, l'aide du Japon, l'aide de la France, l'aide des États-Unis. On vit de l'aide. Au point où dans notre budget, il y a les rubriques aide. Ça veut dire que même pour faire fonctionner notre État, il y a des rubriques aide. Et qui dit aide dit que tu dois pouvoir conforter aussi la personne qui t'aide. Parce que tu es un mendiant. Parce que c'est ce que ça veut dire. Quand on t'aide tout le temps, ça veut dire que tu es un mendiant. Un mendiant ne peut pas prendre du zèle et commencer à dire à ceux qui l'aident que dis donc, fichez le camp, je vais faire comme je veux. Tu vas faire comme tu veux. Alors que tu es un mendiant. Non, tu ne peux pas faire comme tu veux. Tu vas faire comme nous on a dit. Donc, ça ampute ta capacité à prendre un certain type de décision. Il faut faire très attention à certains politiciens qui ne comprennent pas cette complexité de la gestion et qui viennent juste dire, on va changer ça, on va faire ceci, quand on va prendre le pouvoir, on va faire cela. Je ne suis pas en train de conforter ceux qui sont là. Je suis en train de dire que la gestion prend en compte l'aspect critique, l'aspect complexe et l'aspect global. Quand la guerre se déroule en Ukraine, là-bas, les prix augmentent ici au Cameroun. Ça, c'est l'aspect global. On ne contrôle pas ça. Quand je parle de l'aspect complexe, c'est pour vous montrer à quel point une décision a une implication dans plusieurs autres secteurs d'activité. C'est complexe et il faut des expertises pour analyser cela. Quand je parle de l'aspect critique, c'est de dire, vous devez avoir votre carte d'électeur. Vous devez choisir, oui. Mais est-ce que ça suffit? Lorsqu'on n'a pas d'argent et lorsque nous sommes des mendiants. Le jour où nous allons arrêter d'être des mendiants, le jour où nous allons travailler beaucoup plus, moins danser sur Internet, moins faire de la comédie, le jour où nous allons nous concentrer sur la production de la valeur ajoutée, sur plusieurs secteurs d'activité, nous allons avoir nos propres réseaux sociaux, nous allons avoir notre propre système éducatif, nous allons utiliser notre culture pour nous développer, nous allons avoir les moyens de financer nos politiques. Ce jour-là, le vote va devenir très important parce que c'est nous qui finançons l'économie, c'est nous qui avons le backup, donc c'est nous réellement qui décidons. Pour le moment, ce sont les étrangers qui décident, mais de toutes les manières, que chacun ait sa carte d'électeur, parce que qui sait, un jour ça changera. C'est la raison pour laquelle on se bat tous les jours sur Internet, pour commencer par cette révolution des mentalités qui progressivement va permettre de développer une masse critique de peuples qui comprennent qu'on doit se battre pour s'en sortir et qu'il est interdit de pleurer. En 2024, tu as désormais entre les mains le pouvoir de changer ton destin, de changer ta vie. Je sais que tu as des projets, mais parfois la chose qui te manque, c'est la visibilité nécessaire pour permettre à ces projets de toucher la cible que tu recherches afin que les réalisations te permettent de te réaliser. Moi aussi, j'ai rencontré les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Il y a de cela pratiquement 10 ans, lorsque je me lançais en entrepreneuriat, j'avais 800 idées par seconde, mais parfois, pour permettre, même ne serait-ce qu'à une seule de ces idées de toucher la cible, je manquais de moyens nécessaires pour pouvoir bénéficier d'une visibilité extraordinaire qui permettrait à mes projets de pouvoir se développer. J'ai trimé, je me suis battu, j'ai échoué, j'ai bouffé des tontines et pratiquement 10 ans après, j'ai tout de même, avec beaucoup de résilience, réussi à réaliser des prouesses extraordinaires et surtout à bâtir une communauté importante. Aujourd'hui, je voudrais te permettre de bénéficier de ce que j'ai réussi à bâtir parce que je sais exactement ce que tu rencontres comme difficulté actuellement. J'ai conçu une offre cette offre comporte une publication de ton projet sur ma page Facebook Dr Claudel Nombissier qui fait plus de 700 000 abonnés. 2 formations dont l'une s'appelle Générer des prospects en ligne et hors ligne pour te permettre de pouvoir trouver des clients. Et comme je sais que pour trouver des clients, tu vas faire face à des objections du style « ça coûte trop cher, ça ne m'intéresse pas, j'ai déjà un produit ou un service dont je suis satisfait », tu bénéficies aussi d'une 2e formation vidéo dont le thème c'est l'art de gérer les objections de tes clients. Le 3e élément dont tu vas bénéficier dans cette offre, c'est un e-book dont le titre c'est « Entreprendre et investir différemment ». Oui, parce que lorsqu'on n'a pas beaucoup de moyens, on doit pouvoir penser différemment.
Et la quatrième chose, c'est un groupe privé que tu vas retrouver toutes les autres personnes qui ont bénéficié de cette offre afin qu'ensemble, vous puissiez faire du networking et devenir plus puissant. Je suis certain que tu te demandes à ce moment combien coûte cette offre. Et parce que tu te poses cette question, j'ai donc décidé de te l'offrir au prix de 10 000 francs CFA. Oui, tu l'as bien écouté. 10 000 francs CFA pour bénéficier de toute cette offre avant le 5 € pour toutes les personnes qui résident à l'extérieur du Cameroun. L'avantage, c'est que peut-être toi, tu n'en as pas besoin, mais tu pourrais permettre à un proche, à un frère, à un ami ou à un porteur de projet de bénéficier de cette offre extraordinaire afin de lui permettre de se réaliser durant l'année 2024. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Clique sur ce lien, remplis le formulaire pour bénéficier de manière exclusive de cette offre. Et dans le formulaire, tu découvriras aussi d'autres offres pour des entrepreneurs d'un niveau un peu plus élevé. Je te souhaite de réussir cette année 2024 et surtout d'atteindre tes objectifs.